Merci beaucoup, merci d'être présent en nombre ce soir. Donc voilà, nous allons parler de l'art et des sciences au service de Louis XIV. Alors indiscutablement, le règne de Louis XIV est associé dans nos esprits contemporains au rayonnement des beaux-arts et de la littérature française. L'époque nous évoque en effet les créations de Molière ou de Racine, les harmonies de Lully, les couleurs de Lebrun, et pour certains, les avancées scientifiques d'un Cassini ou d'un Huygens sont reconnues. Ce triomphe des arts et des sciences émanerait de la volonté même d'un roi qui, selon Voltaire, n'était pas savant, mais qui avait le goût juste. Sous son règne s'opère une captation des talents et une mise au pas des artistes et des savants pour son intérêt personnel, mais aussi pour celui de son royaume. Sa conscience de l'utilité politique à la fois des arts et des sciences transparaît dans cet ordre adressé à son ambassadeur de Hollande en 1666. Alors, ça marche. Donc je vais le lire. Prenez soin de vous enquérir, sans qu'il en paraisse que je vous ai écrit, mais comme par votre simple curiosité. Quelles sont, dans toute l'étendue des Provinces-Unies, et même dans les autres Pays-Bas de la domination du roi d'Espagne, les personnes les plus insignes et qui excellent noblement par-dessus les autres en tout genre de profession et de science ? L'objet que je me propose en cela est d'être informé de ce qu'il y a de plus excellent et de plus exquis dans chaque pays, en quelque profession que ce soit, pour en user après ainsi que je l'estimerai à propos, pour ma gloire et pour mon service. Si les artistes, donc, et les savants sont les protégés du prince depuis l'Antiquité, le règne de Louis le Grand opère en fait un changement notable. Quel est ce changement ? Tout simplement le fait de favoriser l'essor d'un système centralisé et institutionnalisé, entièrement conçu pour faire l'éloge du monarque. Donc, mon questionnement ce soir sera très simple. Le voici, comment l'art et les sciences ont-ils été mobilisés sous Louis XIV pour affirmer un pouvoir qui se veut absolu et pour façonner l'image d'un roi à nul autre pareil. Et vous voyez que dans cette expression à nul autre pareil, je me suis inspirée de la devise de Louis XIV, Nec pluribus in par, qui peut être traduite ainsi. Alors, je vous propose un plan en 3 parties, assez classique, avec une première partie qui nous permettra de voir comment le roi procède à ce que certains ont pu appeler une étatisation de la culture. Ensuite, je vous propose d'examiner dans un second temps comment l'art et les sciences participent de la renommée du souverain et contribuent à son autorité. Et puis enfin, nous examinerons comment cette politique savante et artistique se diffuse et contribue à l'influence du Royaume de France à l'échelle internationale. Voilà. Alors tout d'abord, il s'agit de saisir, de comprendre comment est-ce que le souverain parvient à mettre la main sur les découvertes et les créations. Et je vous propose, pour ce faire, une progression plutôt chronologique pour essayer de saisir, puisque le règne est long, comment est-ce que le souverain procède. Donc tout d'abord, il va chercher à devenir le premier des mécènes, car en effet, jusqu'à la mort de Jules Mazarin, qui date de 1661, le roi n'est pas le premier des mécènes de son royaume. Pendant les premières années du gouvernement personnel, le monarque vient après le cardinal, Mazarin en l'occurrence, qui est son parrain, qui est un très grand mécène et un collectionneur de renom. Et pour Mazarin, en fait, le mécénat procède d'une logique politique. En fait, il a utilisé le mécénat tout au long de sa carrière, notamment quand il était diplomate au service du pape, et c'est notamment le mécénat qui va lui permettre de s'introduire à la cour de France, puis ensuite de faire une très belle carrière. Et donc Mazarin va être une sorte aussi d'initiateur pour Louis XIV. Il va lui montrer ce que peut procurer finalement le fait d'être un grand mécène. Que nous reste-t-il aujourd'hui de Mazarin ? Déjà, on peut citer la fameuse bibliothèque mazarine,
puisqu'en fait, Mazarin est donc un collectionneur de livres, et cette bibliothèque mazarine, elle est ouverte aux savants dès 1643 dans l'hôtel particulier de Mazarin. À l'époque, elle rassemble 40 000 volumes, donc ça en fait une collection vraiment extrêmement impressionnante. Mais Mazarin n'est pas qu'un amateur de livres, c'est également un féru d'art baroque. Il va décorer son palais richement, et vous avez ici un aperçu d'une des galeries de ce palais, avec un plafond réalisé par un artiste italien, car l'une des spécificités de Mazarin mécène, c'est qu'il entretient, qu'il préserve les liens qu'il a pu tisser en Italie. Et donc, c'est ainsi qu'il va réaliser un certain nombre de commandes et faire venir depuis l'Italie des œuvres jusqu'en France. Justement, quand on regarde son inventaire après décès, qui est dressé en 1661, eh bien, on s'aperçoit que dans son palais, il y a plus de 400 tableaux et que la plupart de ces tableaux sont des tableaux italiens. Et puis, sur le plan musical, Mazarin exerce une influence non négligeable. Il fait venir de Rome un grand nombre d'artistes. Il essaye, tant bien que mal d'ailleurs, d'introduire l'opéra italien. Et c'est grâce à lui que Lully, alors très très jeune, arrive en France et vous connaissez toutes et tous la belle carrière qu'il réalise par la suite. Donc on peut dire que Mazarin a une influence essentielle et qu'il joue un vrai rôle de mécène jusqu'en 1661. L'autre concurrent, le second puissant qui éclipse le roi au début du règne, eh bien, c'est le fameux surintendant Nicolas Fouquet. Si certaines et certains d'entre vous étaient présents lors de la première conférence, vous en avez déjà entendu parler. Pour les autres, peut-être petite piqûre de rappel, donc Nicolas Fouquet, en tant que surintendant des finances de Louis XIV, a, je dirais, une position privilégiée pour prospérer et s'enrichir. C'est un fin amateur d'art et grâce à justement ses fonctions financières, il s'enrichit et il a un merveilleux château à Vaux-le-Vicomte. Voilà, ce très beau château. Et c'est à Vaux-le-Vicomte qu'il fait travailler des artistes qui, par la suite, passent au service du grand roi. Donc on voit là ce rôle de Fouquet, Fouquet mécène, protecteur de l'architecte Louis Levaux, du décorateur Charles Lebrun ou du paysagiste André Le Nôtre. Donc ces trois figures centrales, on les retrouve par la suite travaillant au château de Versailles. Fouquet, grand protecteur, également dans le monde des lettres. Fouquet, par exemple, est le mécène d'un Molière, c'est le mécène aussi d'un La Fontaine, vous voyez, autant de grands noms que vous connaissez encore aujourd'hui et que le surintendant a protégé au début de sa carrière. Et c'est d'ailleurs, lui, véritablement le premier des mécènes de 1655 jusqu'au tout début des années 1660, puisqu'ensuite il y a sa fameuse chute et que, bien évidemment, après le 5 septembre 1661, et donc l'arrestation de Fouquet par d'Artagnan, c'est véritablement à ce moment-là que Louis XIV devient le premier des mécènes. Ça y est, un protecteur des arts et des sciences, comme il est représenté sur cette toile. Alors pour ce faire, il va pousser encore plus loin le système du mécénat, notamment en développant une sorte d'étatisation de la culture, pour reprendre une expression de Joël Cornette, c'est-à-dire qu'il va développer une administration, tout simplement, et s'appuyer sur un ministre, une sorte de ministre de la culture. Alors on n'utilise pas ce terme-là à l'époque, on parle du surintendant des bâtiments, art, tapisserie et manufacture. Et ce surintendant des bâtiments, art, tapisserie et manufacture, c'est Colbert. Donc Colbert, que vous connaissez sans doute en tant que contrôleur général des finances, puisque c'est lui qui finit par remplacer le Fouquet dont on vient de parler, mais seulement à partir de 1665, Colbert, dès 1664, est nommé surintendant des bâtiments, art, tapisserie et manufacture. Colbert, c'est une créature de Mazarin qui occupe cette fonction et qui supervise finalement le patronage royal des arts jusqu'à sa mort en 1683. Rien d'étonnant donc à ce que Boileau, qui maîtrise merveilleusement bien les mots, loue
le rayonnement d'un Colbert, ministre sans pareil du plus grand roi du monde, qui sans cesse veillant au repos des Français, fait régner les vertus et refleurir les lois, et qui rend en beaux-arts la France si féconde. Donc Colbert devient la véritable cheville ouvrière de la mise en place d'une politique culturelle. Et au sein de son ministère des Arts, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, il a toute une série de personnels sous ses ordres, des commis, des contrôleurs généraux, des inspecteurs. Donc on a véritablement une administration qui se développe. La force du système mis en place à ce moment-là, c'est que Colbert est capable de s'appuyer finalement sur des conseillers. Et vous voyez que chacun de ces conseillers, choisi avec soin, a un domaine de prédilection. En matière de littérature, c'est Jean Chapelain. En matière d'architecture, Charles Perrault, le fameux auteur des Contes de ma mère Loi, c'est le même. Et puis en matière de décoration, de sculpture, de peinture, c'est Charles Lebrun. Donc ce sont ces trois personnages qui, avec Colbert, échangent, proposent, et ensuite le tout est proposé au roi. C'est par ce biais-là que se met en place le système des pensions, qu'on appelle à l'époque des gratifications, voilà, des pensions qui permettent de rémunérer les artistes à une époque où vivre de son art n'est absolument pas chose aisée. Il faut chercher la protection de quelqu'un ou alors être très riche parce que la famille a du patrimoine, mais en dehors de ça, être un artiste, c'est quand même extrêmement complexe. Donc bénéficier d'une pension, c'est évidemment ce que recherche tout artiste, et c'est ainsi que ce système se met en place. Par exemple, si on est plus attentif à l'exemple de la littérature, eh bien Jean Chapelain, membre de l'Académie française depuis sa fondation en 1635, eh bien il dresse une liste des auteurs, des écrivains qui, selon lui, sont les meilleurs de son temps. Évidemment, il ne s'est pas fait que des amis, voilà. Il y en a certains qui le détestent. Néanmoins, dans cette liste, il y a certaines figures incontournables. C'est l'exemple d'un Corneille. Donc Chapelain n'apprécie pas spécialement Corneille, mais Corneille a un statut déjà tellement reconnu qu'il ne peut l'enlever de la liste. Et donc Corneille se retrouve pensionné. Et quand on regarde cette fameux relevé des gratifications, il est pensionné au titre de premier poète dramatique du monde, rien que cela, ce qui lui vaut une pension de 2000 livres par an. Voilà, ce qui représente quand même une assez belle somme. Dans le système que je viens de vous présenter, littérature, architecture, décor, peinture, sculpture, il y a un domaine tout de même qui échappe à Colbert, et ce domaine, c'est la musique. La musique, en la matière, c'est Jean-Baptiste Lully qui fait autorité en tant que surintendant de la musique royale. Et donc Lully rapporte directement à Louis XIV. Pourquoi la musique se trouve finalement échappée un petit peu des mains de Colbert, notamment aussi parce que Louis XIV est un féru de musique. C'est vraiment un passionné, il adore ça. Et donc ça explique aussi pourquoi il était particulièrement attentif à ce rapport privilégié avec Lully. Et vous savez tous que c'était également un excellent danseur. Donc voilà, on peut comprendre pourquoi il y avait ce domaine un petit peu à part. À côté des ministres, donc, et des artistes pensionnés par le roi, on trouve aussi deux structures qui participent pleinement au rayonnement artistique de la France. Donc, je vous ai présenté le système, maintenant on va voir véritablement les créations, les moyens qui permettent finalement à ce système de s'ancrer dans le concret. C'est l'objet donc de mon grand B, encourager les académies et les manufactures. Donc les académies, ce sont des institutions officielles, elles sont créées par le roi, elles sont dotées de structures juridiques et matérielles, et en fait elles permettent aux académiciens de former un corps de privilégiés, reconnus, contrôlés tout de même par une autorité publique. Donc au début du règne, il existe déjà une académie, c'est celle qui aujourd'hui encore est la plus connue, la fameuse Académie française. Elle est créée à l'instigation, sur proposition de Richelieu, et c'est au départ Richelieu, vous le voyez grâce à cet extrait
des statuts et règlements qui en est le protecteur, initialement. Donc cette Académie française existe toujours. Pendant le règne de Louis XIV, celui-ci en devient le protecteur seulement à partir de 1672. Pas tout de suite, vous le voyez. Et en devenant le protecteur, il dote les académiciens de locaux, il leur permet de s'installer au Louvre. Le rôle de l'Académie française, c'est comme aujourd'hui, de produire un dictionnaire. D'ailleurs, pendant le règne de Louis XIV, Colbert et Louis XIV essayent d'activer un peu les choses, parce que les académiciens travaillent depuis 1635 et qu'il n'y a toujours aucun dictionnaire qui est sorti. Bon, il va falloir encore être un petit peu patient. Vous voyez la date de publication, 1694. Alors, oui. Alors, ils ont mis en place quand même un système, ils les ont dotés d'une horloge, vous voyez, et puis ils ont essayé de structurer les heures de réunion, parce que les académiciens, il y en avait qui venaient le matin, d'autres l'après-midi, c'était pas possible. Donc ils ont essayé un petit peu d'organiser les choses, et finalement ça aboutit sur ce fameux dictionnaire de l'Académie française 1694. L'Académie a également pour fonction de favoriser l'éloquence en organisant à des événements, lors d'événements précis, des discours, les fameux panégyriques, voilà. Et puis, c'est en son sein que l'on va distinguer de grands auteurs, pas simplement des auteurs, parce qu'à l'époque, au sein de l'Académie française, des politiciens aussi peuvent faire partie des académiciens. Donc, parmi les grands académiciens célèbres de la période, on peut citer La Fontaine, Racine, Boileau, ou bien encore Corneille. À côté donc de cette Académie française qui est plus ancienne, ce qui caractérise le règne de Louis XIV, c'est justement le développement, la multiplication d'un grand nombre d'académies. Et vous le voyez, toute une série de créations dans les années 1660, début des années 1670. Peinture et sculpture, c'est la petite exception, 1648, mais on voit bien que, vous voyez, elle est réorganisée en 1663, je vais y revenir. Académie royale de danse, petite académie, des sciences, etc., etc. Je ne vais pas toutes les détailler. Bien évidemment, je ne peux pas les présenter une à une. Nous n'avons pas le temps. Il faudrait y consacrer l'heure entière. Donc, j'ai choisi d'insister simplement sur 3 d'entre elles. La première, c'est l'Académie de peinture et de sculpture, fondée donc en 1648, parce que c'est la première académie du règne de Louis XIV. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre l'accent dessus. Charles Lebrun joue déjà un rôle actif au moment de sa création, et il s'inspire en cela des académies italiennes, qui sont déjà assez nombreuses à l'époque. Cette académie, réorganisée donc en 1663, ce qui permet à Lebrun d'en être véritablement le chancelier, véritablement de tout organiser, d'avoir tout sous sa coupe, et il la contrôle jusqu'à sa mort en 1690. Le fait est que c'est une institution qui obtient le monopole des commandes royales, et même si certains académiciens avaient quand même la liberté de travailler pour des particuliers qui pouvaient leur faire des commandes. Mais enfin voilà, donc, concentration des commandes royales au sein de cette académie de peinture et de sculpture, et évidemment il y avait fort à faire. La seconde académie sur laquelle je souhaiterais m'attarder est la Petite Académie. Donc ça, c'était Charles Lebrun, Petite Académie qui est créée à l'instigation de Colbert, donc dès 1663. Et au départ, quand je dis qu'elle est créée à l'instigation de Colbert, c'est Colbert qui réunit chez lui, à son domicile, le mardi et le vendredi, un petit cercle. Voici ce petit cercle. Alors vous voyez qu'on retrouve des personnalités qu'on a déjà vues tout à l'heure, telles que Chaplin ou Charles Perrault, mais vraiment un petit cercle d'érudits. Et ces érudits ont une fonction, j'ai envie de dire, une fonction extrêmement importante, essentielle, puisqu'il s'agit de façonner l'image publique du roi. Louis XIV, en 1663, justement, s'adresse à ce petit cercle d'érudits, et voilà ce qu'il leur dit. « Vous pouvez, messieurs, juger de l'estime que je fais de vous, puisque je vous confie la chose au monde qui m'est la plus précieuse, qui est ma gloire. Je suis sûre que vous ferez des merveilles. Je tâcherai de ma part de vous fournir la matière qui mérite d'être mise en œuvre par des gens aussi habiles que vous. »
Donc voilà la fonction de cette petite académie. Réfléchir, concevoir, ce serait une sorte de ministère de la communication, hein, évidemment, si on pouvait faire des transpositions. Et cette petite académie, aujourd'hui, sans doute ce nom de petite académie, qui n'est pas très prestigieux, ne vous dit rien, c'est normal, parce qu'en fait, elle a changé de nom. En 1701, elle devient l'Académie des inscriptions et des médailles, et en 1707, l'Académie des inscriptions et des belles lettres. Voilà, donc évolution. Enfin, la dernière académie sur laquelle je souhaiterais insister, eh bien, c'est l'Académie des sciences, fondée en 1666, qui au départ rassemble deux groupes. Alors voilà, les scientifiques sont classés en deux groupes. D'un côté, les mathématiciens et de l'autre côté, les physiciens. Mais si on regarde un peu plus dans le détail, dans ce groupe des physiciens, on va trouver des biologistes, des chimistes et des botanistes. Donc vous voyez qu'en fait, hein, sous ces étiquettes, en réalité, se cachent des domaines scientifiques bien différents. Voilà. Cette académie donc des sciences fait des travaux, ils font des travaux collectifs, ils ont à leur actif un certain nombre de publications et ils reçoivent évidemment eux aussi des pensions. Ils se voient dotés par ailleurs de certaines facilités matérielles et il me faut bien évidemment mentionner la construction de l'observatoire en 1667, qui existe toujours. Hein. L'objectif, en fait, de cette Académie des sciences, c'est véritablement de favoriser le progrès des connaissances en aidant à des travaux qui touchent à différents domaines. Ça peut être l'astronomie, ça peut être la géographie, la chimie, les plantes, les animaux. Vous voyez, c'est extrêmement vaste. Et puis, cette Académie des sciences est également dotée d'un outil supplémentaire, à savoir un journal scientifique qui est fondé à l'époque, qui s'appelle le Journal des savants, et qui est réalisé initialement par 3 protégés de Colbert. Donc là encore, on voit bien comment Colbert, un petit peu, est le chef d'orchestre de tout cela, même si c'est le roi, bien évidemment, qui décide et qui donne son aval. À côté de ce système des académies, il y a des manufactures. Donc les manufactures, ce sont finalement des espaces, les ancêtres de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des industries, qui sont conçus, créés, afin de produire des objets les plus luxueux possibles, capables de rivaliser avec les produits importés d'autres pays d'Europe. Voilà. Donc en fait, elles font partie de la politique économique de Colbert, du fameux colbertisme, hein, tout simplement. L'idée étant de capter les savoir-faire étrangers. Ça, je renvoie à la citation que je vous ai lue au tout début, hein, en introduction, c'est véritablement ça, repérer les talents, les faire venir en France, les doter d'institutions, de structures, les favoriser, hein, finalement, pour leur permettre de développer leurs talents et désormais de ne plus avoir à acheter à l'étranger. Voilà. Être presque autosuffisant, mais en produits luxueux quand même, hein, c'est assez orienté. Donc la plus célèbre de ces manufactures, c'est la manufacture des Gobelins, représentée ici par le biais de cette tapisserie de Charles Lebrun. Alors, rien d'étonnant à ce que Charles Lebrun soit le dessinateur, le concepteur de cette composition, tout simplement parce que Charles Lebrun se retrouve à la tête des Gobelins. Donc les Gobelins apparaissent en 1662, je vous ai mis la date tout en haut. Là encore, Colbert qui achète l'hôtel des Gobelins pour y établir une manufacture de tapisserie au départ et y concentrer 250 ouvriers. Alors il faut bien s'imaginer, et ce n'est pas forcément évident, mais il y a une véritable modernité, hein, c'est-à-dire qu'il y a la structure où on va concevoir ces tapisseries au départ, et puis il y a la ville à côté, c'est-à-dire qu'on permet aux manufacturiers de s'installer à proximité, parce que ça leur permet d'éviter de perdre du temps entre leur logement et leur lieu de travail, vous voyez, et comme ça, ils peuvent travailler plus longtemps. Donc tout est pensé, hein, dans une logique de rentabilité, j'ai envie de dire. Et progressivement, en fait, les Gobelins ne se limitent plus à la tapisserie puisqu'on y fait venir d'autres ouvriers, des peintres, des orfèvres, des fondeurs, des graveurs, des ébénistes. Et
en 1667, les Gobelins sont transformés en manufacture royale. Ça veut dire qu'à partir de 1667, cette manufacture a pour fonction d'approvisionner toutes les résidences du souverain en tapis. Alors vous voyez exactement, hein, c'est pour ça qu'elle est intéressante cette tapisserie, parce qu'elle condense en une seule scène les différents métiers et donc les différentes créations possibles par les Gobelins. On le voit, il y a l'argenterie, il y a du mobilier en bois, des tapis, des tentures, des tableaux, etc. Voilà. Donc ce sont véritablement des créateurs exceptionnels qui sont là pour produire donc des objets pour décorer les résidences du souverain, mais aussi pour produire des objets destinés à être offerts en cadeau diplomatique. Voilà. Donc, véritablement des créations extrêmement luxueuses qui servent le souverain, évidemment dans son quotidien, mais qui servent aussi la réputation de celui-ci à l'étranger. Sous l'égide de Colbert, d'autres établissements sont créés, d'autres manufactures. Je ne vais pas tous citer tous ces établissements, je vais juste m'attarder sur une autre manufacture qui, elle aussi, est extrêmement célèbre, à savoir la manufacture des glaces, qui est créée en 1665 et qui, initialement, n'est pas une propriété royale. Alors, en fait, vous voyez que dans cette lettre patente, une lettre patente, c'est une loi. Hein, tout simplement. Et patente, ça veut dire évident, ça veut dire que ça doit être une loi connue de tous. Cette lettre patente, il y a un passage qui précise en effet que le roi permet, accorde et octroie au dit du noyer la faculté d'établir dans tel des faubourgs de notre bonne ville de Paris une ou plusieurs verreries pour y fabriquer des glaces à miroir des mêmes et diverses grandeurs, netteté et perfection que celles que l'on fait et fabrique à Moran, près la ville de Venise. Que s'est-il passé ici pour obtenir cette création ? Eh bien, il faut imaginer que Colbert a dépêché des envoyés à proximité de Venise, tout particulièrement à Murano, et ces envoyés sont chargés finalement de débaucher, si je puis me permettre ce terme, ou en tout cas d'enrôler pour le compte de la France des ouvriers, alors qu'ils sont quand même très surveillés, ces ouvriers vénitiens, parce que les services diplomatiques vénitiens sont bien au courant qu'on les envie. Et les envoyés de Colbert et donc de Louis XIV parviennent à faire venir 4 verriers en France, et c'est ainsi qu'est fondée cette manufacture des glaces et que le savoir-faire vénitien, puisqu'à l'époque, c'était véritablement les Vénitiens qui excellaient dans l'art de la production des miroirs, ce savoir-faire est récupéré pour le compte de la France, et c'est ainsi que se développe cette manufacture des glaces, d'abord dans le faubourg Saint-Antoine, puis qu'elle fusionne avec une autre manufacture en 1692, et c'est ce qui donne aujourd'hui Saint-Gobain, voilà, que vous connaissez. Et c'est cette manufacture-là qui a la responsabilité d'approvisionner Versailles en miroirs, et les fameux miroirs exceptionnels, les 17 miroirs de la Galerie des Glaces, proviennent de cette manufacture. Voilà ce système mis en place et élaboré, vous voyez, dans les années 1660-70. En revanche, dans la seconde moitié du règne, ce système de mécénat étatique ralentit, décline, et la conjoncture, en effet, est moins propice. D'où cette troisième partie que je vous propose. Alors, il est vrai qu'en 1683, Colbert décède et qu'il est remplacé dans la fonction de surintendant des bâtiments par Louvois. Louvois, dont vous avez déjà entendu parler si vous avez suivi d'autres conférences, le ministre de la guerre, surintendant de la guerre, grande figure également du règne de Louis XIV, grand rival de Colbert. Alors on aurait pu imaginer que ce changement finalement de capitaine aurait
introduit un changement complet d'équipe. En réalité, quand on regarde dans le détail, il n'en est rien. Alors certes, le brun est un peu moins en faveur, mais de toute façon, il finit par décéder en 1690. Celui qui est davantage poussé, encouragé, mis au premier plan par Louvois, eh bien c'est Mignard. Et à partir de ce moment-là, on remarque que Mignard est en faveur. Pour autant, il n'y a pas de renouvellement complet des équipes. Et après la mort de Louvois, ce que l'on constate, c'est que désormais, celui qui occupe la fonction de surintendant des bâtiments, arts et manufactures, eh bien, n'est plus un grand ministre, ne cumule plus cette fonction avec un autre grand ministère, et ce qui peut aussi expliquer pourquoi le mécénat royal est un peu moins actif. Il y a également d'autres raisons qui peuvent permettre d'expliquer ce léger déclin du mécénat. D'une part, les grands artistes sont morts. Corneille décède en 74, Racine arrête d'écrire des tragédies en 1677, Lebrun décède en 1690. Donc vous voyez, toute la fin du règne de Louis XIV, qui s'achève en 1715, les grandes figures, celles que l'on retient encore aujourd'hui, ne sont plus là. D'autre part, la seconde moitié du règne est marquée par des crises terribles, crise de subsistance, famine. On peut parler et évoquer le grand hiver de 1709. Donc, j'ai envie de dire, il y a d'autres préoccupations. Et par ailleurs, sur le plan militaire, là aussi, un certain nombre de défaites viennent finalement ternir la belle réputation du souverain. Jusqu'en 1684, les victoires s'enchaînent. Après 1684, et surtout à partir de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, puis de la guerre de succession d'Espagne, les temps sont plus difficiles et les coalitions qui sont faites contre le roi, contre la France plus précisément, oblige le souverain à dépenser des fortunes dans la guerre. Et donc, là aussi, qui dit fortune investie dans la guerre, dit qu'il y a moins d'argent à investir dans les arts. Voyez, donc tout s'explique en réalité. De ce fait, on est même contraint, vous voyez, de se séparer de certaines productions artistiques exceptionnelles, tel ce mobilier d'argent fondu en 1689 en raison des besoins financiers. De ce fait, rien d'étonnant à ce que... j'ai été un petit peu trop vite. Rien d'étonnant à ce qu'apparaissent de nouvelles fontaines de faveur qui viennent un petit peu concurrencer le roi dans la seconde moitié du règne. Cette première fontaine de faveur s'organise, ce premier mécène s'organise autour d'une part de figures proches du roi. Ici, il s'agit du duc de Bourgogne et surtout de la duchesse de Bourgogne, qui est une figure jeune, qui adore les bals, les jeux, le théâtre, etc. Et donc, autour de ce couple, même si c'est un couple qui ne vit pas extrêmement longtemps, autour de ce couple, en tout cas, il y a des commandes qui sont faites, et donc il constitue aussi une figure de mécénat parallèle à celle du roi. Et puis, l'autre concurrent, d'une certaine manière, ce sont les Condés, Louis II de Bourbon-Condé et surtout son fils Henri-Jules, qui constitue une cour à Chantilly, et à Chantilly, qui finalement s'inspire du modèle mis en place par Louis XIV et de l'usage des arts à des fins de promotion personnelle. Et c'est ainsi que Henri-Jules commande un cycle de peinture militaire en l'honneur de son père, du Grand Condé, et c'est en cela qu'est produit le cycle réalisé par Sauveur-le-Comte autour des grandes actions de Condé. La série donc de mesures entreprises dès le début des années 1660 témoigne de l'importance de la maîtrise de la création, qui devient donc désormais centralisée et coordonnée. Et c'est donc une période au cours de laquelle on assiste à une structuration des arts à des fins de promotion du pouvoir royal. Car c'est ça l'objectif, c'est d'affirmer le pouvoir royal grâce à l'art et grâce aux sciences. Alors, je vous propose de débuter d'abord par les sciences. Ce n'est pas forcément le domaine de prédilection de Louis XIV. Il n'est pas spécialement intéressé par les sciences et pour preuve, il n'accomplit finalement
qu'une visite à l'Académie des sciences en 1681. Il y a des domaines dans les sciences qui l'intéressent, les plantes par exemple. Il est vraiment féru de botanique, mais les sciences dans leur ensemble ne le passionnent pas véritablement. Néanmoins, toute découverte scientifique est récupérée parce qu'elle participe à sa gloire personnelle. Un exemple, cette médaille qui célèbre la découverte des 5 satellites de Saturne, une véritable avancée astronomique que l'on doit à l'astronome Jean-Dominique Cassini. Et vous voyez, sur cette médaille qui célèbre cette découverte, point de Cassini. Ah bah non, Louis XIV par contre, oui, voilà. Donc vous voyez comment le souverain peut récupérer finalement la science pour lui et pour sa grandeur. L'alliance de la couronne et du compas est particulièrement palpable dans 2 domaines, des domaines où la science est véritablement utile au roi. Je pense à la maîtrise du territoire, et donc à l'essor de la cartographie, et également à l'art de la guerre. Si l'on s'intéresse à la cartographie, eh bien là aussi, en lien avec les progrès astronomiques, il y a des véritables avancées. Et ce sont des avancées qui sont essentielles. Alors c'est toujours un petit peu difficile pour nous de s'imaginer qu'au XVIIe siècle, les connaissances géographiques sont très approximatives. Et qu'en fait, on parle davantage en temps de trajet que l'on est capable de se représenter véritablement le dessin d'une côte, par exemple. Donc, à partir de 1679, eh bien, un groupe de savants est dépêché, est envoyé en voyage le long des côtes françaises afin de fixer, au moyen d'observations astronomiques, fixer véritablement la position des côtes. Et ce travail aboutit à un nouveau dessin des côtes françaises. Donc vous voyez, vous aviez l'ancienne version et voici la nouvelle version en rouge. Une carte de France beaucoup plus précise, véritablement, et ça c'est fort utile, notamment pour la marine. Donc vous comprenez pourquoi aussi ça intéresse Colbert, qui, en plus de sa casquette de contrôleur général des finances et de surintendant des arts, était aussi à la tête de la marine. Donc là, ça a une véritable utilité. Néanmoins, le roi est moyennement content, et alors il se satisfait d'avoir des cartes plus exactes, mais il fait remarquer donc à Philippe de La Hire et à l'abbé Jean Picard, « Votre travail, messieurs, m'a coûté un tiers de mon royaume ». Voilà, il est conscient qu'il a été un petit peu amputé. Voilà. Dans la continuité de ces efforts de précision cartographique, et en lien directement avec l'art de la guerre dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il y a ce genre de production, des plans reliefs. Voilà, et si vous avez l'occasion d'aller au musée des plans reliefs à Paris, c'est véritablement intéressant. C'est un travail qui est entre l'exactitude des sciences et vraiment la minutie de ces maquettes qui sont conçues à échelle 1/600e. C'est une commande royale lancée à partir de 1668 et qui aboutit à la création de plusieurs centaines de plans reliefs à la fin du règne et qui servent véritablement à la fois à l'éducation des jeunes princes, mais aussi à l'élaboration d'éventuelles stratégies militaires. Donc vous voyez comment est-ce qu'on peut allier art et science véritablement dans ce genre d'entreprise. L'autre grand chantier, évidemment, dont il me faut parler, c'est l'ambition d'utiliser les arts pour marquer véritablement le pouvoir royal dans la pierre. Et je ne peux pas ignorer Versailles, bien sûr. Donc, c'est le moment, vous voyez que c'est placé au cœur de ma présentation, au cœur de mon cours. Voilà. Ce château de Versailles, quelles sont les motivations du roi? Elles sont connues, parce que c'est véritablement Louis XIV qui fait le choix d'implanter son palais ici. Colbert, lui, était plutôt pour une extension du Louvre. Il aurait souhaité multiplier la surface du Louvre par 4. Mais Louis XIV tient à ce lieu dans lequel, au départ, il n'y a qu'un petit relais de chasse édifié pendant le règne de Louis XIII. Et le roi souhaite créer un lieu neuf pour doter la monarchie française véritablement d'un cadre approprié à son gouvernement. La réalisation, eh bien, c'est un chantier exceptionnel, vous le savez, ce château de Versailles, chantier qui finalement perdure tout au long du règne, qui mobilise des milliers d'ouvriers,
35 000 ouvriers, il faut s'imaginer, en 1685, qui sont guidés par des architectes. Alors, ils se succèdent, étant donné l'ampleur du chantier. Je vous ai mis les 4 grands architectes qui sont intervenus à Versailles. Louis Le Vau d'abord, François d'Orbay ensuite, Jules Hardouin-Mansart, et puis ensuite Robert de Cotte pour les dernières années du règne de Louis XIV. Le coût est monstrueux, Colbert s'en est arraché sans doute quelques cheveux, 82 millions de livres. Alors ça ne nous dit pas grand-chose. Je n'ai pas cherché à transposer en euros aujourd'hui, je trouve que ce n'est pas forcément toujours parlant et je me méfie un peu des outils qui proposent ces transpositions. Pour avoir un ordre d'idée, c'est 2 ou 3 campagnes militaires. Voyez, donc oui, c'est coûteux, mais par rapport à toutes les campagnes militaires qu'a entrepris Louis XIV, finalement, pas tant que cela. Donc, énorme chantier, et un chantier au service du roi, à la gloire, finalement, de Louis XIV. Quand bien même le château n'est pas encore complètement abouti, complètement fini, Versailles est le lieu de divertissement. La cour y vient dans les années 1660 pour assister à des fêtes monumentales, c'est bien connu. J'ai choisi l'une d'entre elles, les plaisirs de l'île enchantée, 1664. Une semaine entière de festivités, de bals, de pièces de théâtre, véritablement un enchantement et le rôle, la mobilisation de grands artistes tels que Lully ou Molière. Mais certes, c'est un lieu de divertissement, mais c'est aussi le temple du soleil, un palais tout à la gloire de son propriétaire. Je ne peux pas vous faire de visite, malheureusement. Je peux simplement vous emmener avec moi par l'image dans 2 lieux emblématiques de ce château. D'abord les jardins, d'une part parce que Louis XIV adore et adorait les jardins. Il a même écrit un guide, manière de montrer les jardins de Versailles, de sa main, véritablement. Ces jardins conçus par André Le Nôtre, jardins à la française. Vous remarquez sur cette diapositive l'attention extrême à la symétrie, la conception des bosquets, la place de l'eau aussi qui véritablement saute aux yeux dans cette gravure. C'est un jardin où l'art se mêle à la science. Évidemment, l'art, on le retrouve dans les statues, dans toute la symbolique apollinienne, et le parallèle qui est fait entre Louis XIV et Apollon, bien entendu. Mais la science, elle est mobilisée partout. Elle est mobilisée, par exemple, dans les prouesses techniques pour faire venir l'eau à Versailles. Et là, il faut mentionner la fameuse machine de Marly, c'est-à-dire un véritable défi fait à la nature pour alimenter en eau les fontaines de Versailles avec cette machine qui permet de surélever le fleuve de 154 mètres sur une distance de 1,2 km. Voilà, donc une conception extraordinaire pour l'époque pour que les jardins soient en eau. Et puis ces jardins, c'est aussi le reflet de la domination de Louis XIV sur l'univers, d'une certaine manière. Un roi qui domine le cycle naturel des saisons par le biais de son orangerie, qui peut avoir et consommer des fraises à des périodes de l'année auxquelles ça n'est pas normalement comestible, et également domination sur le règne animal avec la ménagerie. Vous voyez, donc tout ceci est pensé pour impressionner également les visiteurs, bien entendu. Outre les jardins, il me faut parler de la Galerie des Glaces. Oui, évidemment, c'est attendu. Elle est édifiée sur un espace qui, au départ, était une ancienne terrasse, édifiée donc dans un second temps, pas conçue au départ, entre 1679 et 1684. Et cette galerie, longue de 73 mètres, est ornée de 17 fenêtres et donc de 17 miroirs dont nous avons déjà parlé, dont la taille est véritablement un défi, là aussi technique, scientifique, avec un coût de fabrication extrêmement onéreux pour l'époque.
Cette galerie, elle est connue et célèbre aussi pour le programme iconographique qui orne toute la voûte de cette longue pièce. Ce programme iconographique, il a fait couler beaucoup d'encre et il a été conçu, élaboré après de multiples discussions. Finalement, le choix est fait de représenter Louis XIV tel qu'en lui-même, et non pas Louis XIV en Hercule ou Louis XIV en Apollon. Là, désormais, à partir, vous voyez, de 1678, le roi a acquis une réputation suffisante pour être représenté tel quel. Alors vous allez me dire, oui, mais il est en habit romain. Oui, mais c'est lui, c'est son visage. Vous voyez, ça n'empêche pas de le costumer, d'une certaine manière. Comme sur cette toile, le roi gouverne par lui-même, qui est positionné véritablement au centre de cette galerie des glaces, dont la lecture se fait comme une chapelle, du centre vers les extrémités. C'est pour ça que c'est pas simple quand on est dans la galerie des glaces, et notamment quand il y avait la période du Covid, où on nous imposait un parcours qui, moi, me frustrait beaucoup personnellement. Mais bon. Voilà, donc 27 peintures, toutes centrées autour des grandes actions réalisées par Louis XIV, notamment lors des guerres de dévolution et des guerres de Hollande, c'est-à-dire que c'est une galerie d'une certaine manière biographique, évidemment extrêmement élogieuse, on est bien d'accord, et très orientée, mais tout de même centrée sur les conflits, les premiers conflits du règne, ceux au cours desquels la France est pensée comme triomphante et représentée comme triomphante. Enfin, cet art est véritablement mis au service de la gloire du roi. Et pour preuve, ce genre de toile, le roi en majesté, mais le roi en majesté qui protège les arts dans cette représentation d'Henri Testelin de 1667. Cette toile, elle est intéressante parce qu'en fait, elle n'est pas commandée par Louis XIV lui-même, elle est commandée par l'Académie de peinture en 1666 pour sa salle de réunion. Voilà. Et le roi est représenté très classiquement en majesté. Voilà, vous reconnaissez le manteau fleur-de-lysée, le collier du Saint-Esprit, mais il est accompagné ici de différents attributs qui évoquent justement ces fameuses académies dont nous avons déjà parlé. Alors, parmi ces attributs, l'arcade et la fontaine évoquent l'architecture. Le fameux génie de l'Académie se tient tout près du roi et celui-ci lui pose une main toute douce sur la tête, il le protège, on le voit bien. Mais les livres, les plans évoquent quant à eux plutôt les domaines scientifiques. Le buste d'Alexandre, l'Académie de peinture et de sculpture, et avec un clin d'œil, un renvoi à cette figure d'Alexandre qui a aussi été largement mobilisée au début du règne de Louis XIV pour comparer Louis XIV à Alexandre. Et puis le globe céleste qui évoque évidemment les progrès en matière d'astronomie. Donc vous voyez, ce roi protecteur des arts, ou comment finalement se servir de l'art, de la peinture, de la sculpture, de beaucoup de domaines pour favoriser sa renommée. L'étendue du pouvoir royal est louée sur une infinité de supports. Mais ce qui est intéressant, c'est notamment l'attention portée à la conception, la relation finalement de l'histoire du règne. Il y a une attention spécifique très pointue sur la narration de l'histoire du règne. Et vous allez le voir par les exemples que je vais vous montrer, cela touche des domaines vraiment extrêmement différents, donc des supports différents. Pour que l'histoire du règne soit la mieux écrite possible, il faut que le roi voyage avec ses artistes. Il faut que les artistes assistent au combat. La grande histoire, c'est l'histoire sur le champ de bataille, pour un Louis XIV en tout cas. Donc, il embarque avec lui lettrés, peintres, et ainsi, on peut avoir un Van der Meulen qui se retrouve sur le champ de bataille à faire des croquis qui lui servent ensuite, qu'il réutilise pour concevoir des grandes scènes. Alors c'est tout au fond, ça se voit à peine, mais ça permet de montrer que l'artiste y est allé, l'artiste a repéré et l'artiste est capable de reproduire au vrai ensuite sur une peinture la scène.
Faire l'histoire du règne, c'est d'abord la mission confiée à la petite académie et à ses historiographes. Racine est nommé historiographe du roi en 1677, et voici ce qu'il dit, voici comment il conçoit son rôle d'historiographe. Dans l'histoire du roi, tout vit, tout marche, tout est en action. Il ne faut que le suivre si l'on peut et le bien étudier lui seul. C'est un enchaînement continuel de faits merveilleux que lui-même achève, aussi intelligibles quand ils sont exécutés qu'impénétrables avant l'exécution. En un mot, le miracle suit de près un autre miracle. On comprend, hein, rien que dans cette citation, hein, pourquoi Racine a été choisi comme historiographe. Hein. Moi aussi, je veux bien de Racine pour mon historiographe, mais bon, il n'est plus là, malheureusement. Cette histoire du règne, donc, qui se couche sur le papier, elle est aussi transposée en tapisserie. Voilà, broder l'histoire du règne. Le grand cycle qui est conçu par Lebrun et qui donne lieu à un cycle de toiles, hein, comme ça, qui illustre des grands moments. Alors ça peut être des batailles, ça peut être le sacre, ou ça peut être l'audience du légat, comme c'est ici le cas. Broderie, donc, enfin tapisserie en l'occurrence, histoire du règne par les médailles également. Là encore, la petite académie se voit confier cette tâche immense de concevoir une histoire métallique du règne, à laquelle travaillent un grand nombre de concepteurs, à la fois évidemment des lettrés, mais aussi des médailleurs, tout simplement pour frapper en bronze, en or, en argent, les médailles du règne qui illustrent les grands événements, les grands moments. Ce peut être un mariage, ce peut être une victoire, ça peut être une découverte, vous en avez vu une tout à l'heure. Voilà quelle est cette fonction. Au total, 286 médailles qui sont ainsi réalisées par les ateliers français et qui donnent lieu également à une publication. C'est pour ça que vous voyez comment est-ce qu'on a finalement ce binôme qui se complète. Ainsi, si l'on admet, comme le suggérait l'historien et philosophe Louis Marin, qu'un roi n'est pleinement roi que par l'intermédiaire des œuvres qui le représentent, eh bien on saisit mieux pourquoi Louis XIV incarne l'aboutissement même du souverain absolu. Mais il ne faudrait pas réduire cette autopromotion spectaculaire à la simple expression d'un orgueil démesuré, ni à une volonté d'asservir de cette manière ses sujets. En effet, si la fabrique de la grandeur sert assurément le monarque, elle participe aussi à la gloire du royaume tout entier, et c'est sur cette dernière partie que je souhaiterais terminer mon exposé à présent. Puisqu'en effet, l'idée, c'est certes de louer le roi en majesté, le roi puissant, et donc de contribuer à ce que lui-ci soit bien obéi. Mais ça va bien au-delà, en réalité. Et c'est pour cela que ces créations artistiques, eh bien, elles sont diffusées par le biais des imprimés, et que le souverain s'appuie sur les imprimés pour encourager justement la diffusion de ces créations françaises, pas simplement dans le royaume, mais au-delà du royaume. Et de la même manière, d'une certaine façon, les cadeaux diplomatiques servent aussi à cela. La gravure permet à l'image, désormais imprimée, d'être reproductible, quelques milliers d'exemplaires, mais ainsi, la toile n'est plus simplement vue par quelques courtisans, ou n'est plus simplement observée par quelques privilégiés. La toile se diffuse. Certes, les couleurs ne sont pas là, mais en tout cas, la composition, on peut l'apprécier, et on peut même, j'ai envie de dire, l'acheter, l'obtenir, car la gravure peut être relativement accessible, en tout cas elle est bien plus accessible qu'une peinture. Donc l'image devient un véritable agent de promotion du pouvoir et des idées qu'il entend imposer, et c'est pour ça que ces feuilles volantes, il faut les imaginer aussi chez les particuliers. On a des preuves, on sait qu'il y avait chez certaines personnes, en France et même à l'étranger, ces reproductions qui étaient affichées dans les intérieurs. Vous ne serez donc pas surpris d'apprendre qu'en 1667, Louis XIV décide
d'encourager l'art de la gravure. Il a conscience que dans le système qu'il est en train d'élaborer, eh bien, c'est un atout précieux que de s'appuyer sur cette technique, tout simplement. Il peut, en effet, avoir à ses côtés un grand graveur, Sébastien Leclerc, nommé graveur du roi, qu'il place et qui travaille de manière acharnée à ce qu'on appelle alors le cabinet du roi. Ce cabinet du roi, c'est tout simplement une entreprise de publication officielle d'estampes, unique en son genre, c'est-à-dire que Sébastien Leclerc travaille à diffuser les peintures, les sculptures, les représentations, les vues du château, voilà, sous forme gravée. Et parfois, il les assemble dans un recueil offert à tel ambassadeur ou tel envoyé. Parfois, elles sont vendues sous la forme de feuilles volantes. Et donc, ainsi, vous voyez que l'art français se diffuse de manière bien plus large à l'échelle européenne. Donc c'est extrêmement précieux et je vous ai mis ici comment le travail des Gobelins est représenté par Sébastien Leclerc et donc la réputation même de la manufacture est connue ainsi. Autre agent de diffusion des œuvres d'art, la publication de leurs descriptions écrites. Parce que oui, aujourd'hui, nous, une œuvre d'art, on a une photo, on trouve assez facilement, mais à l'époque, c'est pas si facile que cela, et même s'il y a des gravures, tout le monde n'a pas forcément l'opportunité d'y accéder. Donc, il y a des descriptions écrites qui sont réalisées. La monarchie emploie en effet la plume d'André Félibien. Alors, il est historiographe, mais vous voyez, il n'est pas historiographe vraiment du règne, lui. Il est historiographe des bâtiments du roi. C'est-à-dire que sa fonction, c'est de décrire les créations, de décrire les fêtes, par exemple, aussi. Et donc, ainsi, voilà, en 1668, relation de la fête de Versailles. Je vous ai pris un tout petit passage. Dans le temps que ces fusées montaient jusque au ciel et qu'elles remplissaient l'air de 1000 clartés plus brillantes que les étoiles, l'on voyait tout au bas de l'allée le grand bassin d'eau qui paraissait une mer de flammes et de lumière, dans laquelle une infinité de feux plus rouges et plus vifs semblaient se jouer au milieu d'une clarté plus blanche et plus claire. Les feux d'artifice sont ainsi décrits, et pour qui ne sait pas ce que c'est, ça lui paraît totalement merveilleux, évidemment, et ça donne extrêmement envie de se rendre à Versailles. Donc voilà la fonction d'André Félibien. André Félibien qui donc produit des opuscules qui sont imprimés et qui sont vendus. Par ailleurs, dans la presse de l'époque, des descriptions des œuvres ou des bâtiments sont également produites. Charles Lebrun, en 1684, est à l'origine l'auteur d'une description de la fameuse Galerie des Glaces, de la Grande Galerie, et du cycle qu'il a conçu. C'est publié dans le Mercure Galant en 1684. Et puis, les académies elles-mêmes peuvent avoir recours à l'imprimé pour faire connaître leurs travaux, faire connaître leurs réalisations. André Félibien, toujours, se charge de diffuser les conférences qui sont données au sein de l'Académie de peinture et de sculpture et revient sur la hiérarchie des genres en peinture à l'époque. Je trouve que cette citation elle est vraiment intéressante pour faire prendre conscience aussi que c'est la conception même de l'art qui sert le souverain. Celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d'un autre qui ne fait que des fruits, des fleurs ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que ceux qui ne représentent que des choses mortes et sans mouvement. Et comme la figure de l'homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la terre, il est certain aussi que celui qui se rend l'imitateur de Dieu en peignant des figures humaines est beaucoup plus excellent que tous les autres. Un peintre qui ne fait que des portraits n'a pas encore cette haute perfection de l'art et ne peut prétendre à l'honneur que reçoivent les plus savants. Il faut pour cela passer d'une seule figure à la représentation de plusieurs ensemble. Il faut traiter l'histoire et la fable. Il faut représenter de grandes actions comme les historiens ou des sujets agréables comme les poètes. Et montant encore plus haut, il faut par des compositions allégoriques savoir couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands hommes et les mystères les plus relevés.
Voilà, vous voyez toute la hiérarchie et ce qui se trouve au sommet, eh bien la peinture allégorique, et notamment celle qui sert le roi, bien sûr. Voilà à quoi servent ce genre de conférences qui établissent finalement ce qui est beau et ce qui prime dans la peinture. Mais dans le domaine des sciences, eh bien, l'Académie des sciences se sert aussi des imprimés pour diffuser soit des découvertes, soit des sommes encyclopédiques. Par exemple ici, Mémoire pour servir à l'histoire des sciences qui répertorie les différentes espèces et vous voyez à quel point le soin est donné à la représentation de chaque plante pour de la petite graine jusqu'à la plante dans son ensemble pour les répertorier, ce qui constitue à l'époque une entreprise véritablement novatrice. Mais le rayonnement du royaume, eh bien, c'est aussi la capacité finalement à attirer au sein de la France des créateurs et des curieux. Car grâce à ces imprimés de toutes sortes, ces innovations françaises, ces œuvres réalisées par les plus grands artistes, eh bien, attirent justement des spécialistes ou même des érudits ou des nobles qui font finalement, qui voyagent et qui passent par la France. Versailles notamment est admiré par les contemporains de toute l'Europe, car c'est véritablement à l'époque une construction inédite. Un château, des jardins, ça c'est pas tellement neuf, par contre une ville qui se développe au pied de ce château. Et cet ensemble-là eh bien, attire les visiteurs, d'autant qu'il est possible d'accéder, en fonction évidemment des périodes de l'année, d'accéder au château. Par exemple, l'architecte Christoph Pitzler, qui est un proche d'un duc allemand, eh bien, fait le voyage à travers l'Europe, passe par l'Allemagne, les Pays-Bas et la France, et il fait une halte à Versailles. Et ce qui est intéressant avec cette présence de Pitzler à Versailles, c'est qu'il consigne dans son carnet, vous voyez, il fait des dessins, et qu'il ramène ces dessins ensuite en Allemagne, et qu'il s'inspire véritablement de ce qu'il peut voir. Alors, si un grand nombre de ces visiteurs étrangers étaient assez captivés par ce qu'ils voyaient à Versailles, d'autres, au contraire, étaient plus réservés, voire complètement insensibles. Je ne résiste pas à l'occasion de vous présenter ce témoignage de Matthew Prior. Bas-relief, fresco, tableau, tout représente Louis le Grand, et cela d'une manière si grossière que le tsar y trouverait à redire. Il ne saurait cracher dans aucun coin de ses appartements sans voir sa propre figure, ou celle de son lieutenant le Soleil, et sans se trouver héros ou demi-dieu en peinture. On n'a qu'à voir sa maison pour en mépriser souverainement le maître. Alors, c'est très dur, mais au-delà finalement de la plume de cet Anglais, qui évidemment, à l'époque, le conflit était fort, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que il nous dit quand même qu'on voit partout Louis le Grand, en fait, dans Versailles. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette citation. Parce que c'est vrai que cette présence est très forte. Quoi qu'il en soit, Versailles sert de modèle dans l'Europe entière, assurant la diffusion du classicisme artistique français. Des imitations, justement, de ce palais se retrouvent essentiellement dans le monde germanique, dans les pays latins, mais aussi chez des ennemis du grand roi. Ainsi, en Hollande, le palais de Etlou, dans les Provinces-Unies, édifié, construit pour Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange, c'est vraiment le grand rival de Louis XIV. Il devient roi d'Angleterre à partir de 1689, mais il est hollandais et il se fait édifier ce palais de Etlou. Et vous voyez dans cette représentation bien que l'inspiration versaillaise est là. Il ne peut pas la nier. Du reste, Etlou, ça signifie palais des bois, et que de la même manière que Versailles, au départ, est édifié autour de ce petit relais de chasse, Etlou, c'est pareil, c'est au départ autour d'un petit château de campagne. Donc c'est la même dynamique. L'un des architectes, Daniel Marot, vous voyez, ça sonne français, c'est normal, parce que c'est un huguenot qui a travaillé pour Louis XIV et qui est parti, qui s'est exilé au moment de la révocation de l'édit de Nantes, donc qui est passé au service finalement de l'adversaire du roi.
Diffusion versaillaise, donc, à Etlou, diffusion versaillaise ailleurs, par le biais aussi d'artistes, d'architectes qui travaillent pour le roi, mais qui mettent leur service, qui offrent leur service à d'autres. C'est le cas de Robert de Cotte. Robert de Cotte, si vous avez bien suivi, oh là là, je commence à fatiguer, pardon. Si vous avez bien suivi le cours, c'est le dernier des 4 architectes de Versailles. Eh bien, Robert de Cotte travaille pour d'autres. Il ne travaille pas que pour le roi, il travaille pour d'autres. Il travaille d'abord pour le petit-fils de Louis XIV, Philippe V, devenu roi d'Espagne en 1700. Bon, là, on peut comprendre qu'il honore les commandes du petit-fils de Louis XIV et que donc il réalise le Buen Retiro à Madrid. Mais il travaille pour bien d'autres et notamment en Bavière, vous voyez qu'il réalise, qu'il conçoit un grand château. Je vous épargnerai la prononciation parce que je ne suis pas certaine d'être capable de le faire à cette heure. Voilà, donc diffusion aussi de ce modèle classique par le biais de ces artistes, et là en l'occurrence d'un architecte qui exporte le modèle à l'étranger. Enfin, la France progressivement devient véritablement la patrie des arts et des sciences, car c'est ça, en définitive, l'objectif du roi. Ça n'est pas que simplement l'art le serve personnellement, mais c'est véritablement de faire de la France une référence culturelle. Alors qu'au début du règne, c'est encore l'Italie ou l'Espagne qui servent de modèle, l'idée c'est de les supplanter et de parvenir à ce que la France soit la référence. Le poème de Charles Perrault, Le siècle de Louis le Grand, rédigé en 1687, eh bien, nous permet de saisir cela. Je n'ai pris qu'un passage, qu'un extrait. « La belle Antiquité fut toujours vénérable, mais je ne crus jamais qu'elle fût adorable. Je vois les anciens sans plier les genoux. Ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous. Et l'on peut comparer, sans craindre d'être injuste, le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste. Si nous voulions ôter le voile spécieux que la prévention nous met devant les yeux, et, lassés d'applaudir à mille erreurs grossières, nous servir quelquefois de nos propres lumières, nous verrions clairement que, sans témérité, on ne peut n'adorer pas toute l'Antiquité, et qu'enfin, dans nos jours, sans trop de confiance, on lui peut disputer le prix de la science. Perrault est le chef de file des modernes dans cette fameuse querelle des anciens et des modernes, opposant donc Perrault, qui est entouré aussi de Quinault, de Fontenelle, à Boileau, chef de file des anciens, soutenu de son côté par un Racine ou par un La Fontaine. Cette grande bataille culturelle résulte finalement de l'évolution des mentalités et des récentes découvertes scientifiques accomplies pendant le règne de Louis XIV. Et sans rentrer dans les détails de cette querelle qui finalement ne s'achève que bien plus tard, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, avec elle, eh bien, on perçoit qu'on assiste tout au long du règne de Louis XIV à l'émergence d'une certaine modernité culturelle, où le goût de la découverte, une certaine conception du progrès eh bien, sont mises en valeur. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi ce siècle est si mémorable. Dans la seconde moitié donc, du XVIIe siècle, la monarchie met en place ce que Gérard Sabatier, qui a beaucoup travaillé sur Versailles, appelle une institution iconique du prince. C'est-à-dire en fait un système, un ensemble d'instances aux fonctions clairement définies. D'abord, il y a une instance de proposition et de contrôle. Avec, tout à l'heure on a parlé de Louis XIV, bien sûr, c'est lui qui contrôle tout, mais de son second, le surintendant des bâtiments. Cette instance de proposition et de contrôle, elle est assistée par des instances d'exécution, les fameuses académies, manufactures. Et puis, elles sont relayées par des instances de diffusion. Le monarque est au centre de tout le dispositif, à la fois en tant que commanditaire, que modèle, que récipiendaire et même que spectateur.
Et sans doute est-ce parce que Louis XIV était si soucieux de sa gloire, c'est le mot qui revient le plus souvent dans ses mémoires, et c'est sans doute pour cela qu'il est parvenu à concevoir un système aussi abouti, une véritable fabrique de la grandeur, comme j'ai pu utiliser cette expression auparavant, qui participe à la légitimation de son autorité, mais qui participe aussi à la réputation de la France à l'étranger. Peu de temps après la mort du grand roi, un sculpteur, Louis Garnier, conçoit cette statue, le Parnasse français. Alors, on voit mal, malheureusement, dans cette représentation, mais dans ce Parnasse français, tout en haut, je vais ainsi jouer avec ce petit objet, c'est le roi qui est assis, ici, vous le voyez ? Je pense que vous arrivez à le deviner. Le roi est assis, Louis XIV, tout en haut de ce Parnasse français. Il apparaît en Apollon, alors que c'est une association qui était passée de mode, mais bon, peu importe. Et en contrebas, des hommes de lettres célèbres, Racine, Molière, Corneille, des musiciens, il y a Lully. Voilà, l'œuvre témoigne véritablement de l'admiration d'un contemporain pour le règne de Louis XIV. Vous voyez qu'elle est produite alors que celui-ci est décédé. Et cette conception devait servir de maquette à la construction d'un monument public qui aurait célébré le gouvernement d'un prince des arts. Mais c'était sans doute une construction trop ambitieuse pour l'époque, puisqu'en fait, elle n'a jamais vu le jour. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre écoute.